Le 12h30 week-end sur Antenne Réunion. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres à la une de votre journal. Un pêcheur porté disparu dans le secteur de la ravine des Avirons. L'homme de 51 ans serait tombé à l'eau au petit matin. Les secours ont été dépêchés sur les lieux, mais les recherches n'ont encore rien donné. Notre journaliste Victoria Karlamov est sur place. Nous la rejoindrons en direct dès le début de ce journal. Un constat dressé par Romain Guest, Amélie Deschères et Victoria Karlamov. Les précisions avec Sébastien Saminadin et Victoria Karlamov. On fait le point avec Gaëtan Payet et Victoria Karlamov. À la Cayenne, Inès Esnault et Victoria Karlamov. En échange avec les pompiers de la caserne de Saint-André pour comprendre la situation. Bientôt, explication dans ce reportage signé Naïma Roux, Victoria Karlamov, Gaëtan Payet et Karen Brave. Voit ce que ce texte prévoit et les réactions avec Émile Le Breton-Anelard et Victoria Karlamov. Reportage Naïma Roux, Victoria Karlamov, Gaëtan Payet et Karen Brun. Comment éviter les risques et les insolations, mode d'emploi avec Victoria Karlamov et Inès Esnault. Chapeau, parasol, ombrelle, tout est bon pour se protéger du soleil. 10h, au marché des Camélias à Saint-Denis, le soleil tape déjà. Le thermomètre affiche 27 degrés à l'ombre. Écoutez, j'essaye de faire les courses assez rapidement dehors pour éviter de rester trop longtemps au soleil. Le chapeau quand je sors et boire beaucoup d'eau pour éliminer. Vraiment dur, je ne peux pas sortir comme ça, il faut que je mette le chapeau. C'est tellement qu'il fait chaud. Pour ce producteur, sur son exploitation ou sur le marché, il faut s'adapter pour éviter l'insolation. Toujours une casquette, parce que le soleil après creuse le crâne. Dans le champ, on commence plus tôt, on commence à 5h du matin jusqu'à 10h, après on arrête. Sinon on ne peut pas. Sinon il faut qu'on s'assoie avec un parasol sur la tête. On ne peut pas. Au-delà de la crème solaire. Bon, ça c'est des brumes d'eau thermale pour se rafraîchir le visage en cas de coup de chaleur. Pour ce pharmacien, il est important d'adopter des gestes simples pour se protéger de la chaleur et du soleil. C'est pas compliqué. Se vêtir légèrement, être le plus à l'ombre et s'hydrater en permanence. C'est les seuls gestes que je connaisse et qui soient logiques. Lorsque la température dépasse 36-37 degrés, elle est considérée comme dangereuse, surtout pour les gramounes et les marmailles. Au départ, les signes de déshydratation sont minimes, langue asséchée, fatigue et maux de tête. Ces alertes montrent que notre corps a besoin d'eau. En fait, ce que ça entraîne lorsque les gens sont exposés longtemps à des températures élevées et qui ne boivent pas suffisamment, la prévention, c'est boire en fait, essentiellement c'est boire. Dans ce cas-là, on peut entraîner en fait au niveau des reins surcharge en fait et de l'acidité qui se met en place et entraîner ce qu'on appelle une insuffisance rénale et effectivement hospitalisation, ça peut être de la dialyse, les reins qui ne fonctionnent plus du tout. Donc c'est vraiment un réel danger. Pour un adulte, il est recommandé de boire 2 litres d'eau par jour et au moins un verre d'eau toutes les heures. Explication dans ce reportage d'Amélie Deschères avec Victoria Karlamov. Écoutez les précisions du capitaine Olivier Fontaine, interrogé par Océane Boisselot et Victoria Karlamov. On écoute Michel Dijoux, président de l'ADIR, et Didier Estep, directeur général adjoint du Crédit Agricole Réunion Mayotte, interrogé par Victoria Karlamov. Témoignage et explication avec Victoria Karlamov et Émile Lemoine. Tout le monde avec une béquille, estropié, tort, tout le monde souffrait de cette saleté-là. 22 février 2005, la Réunion découvre le chikungunya, cette maladie infectieuse transmise à l'homme par le moustique. En un peu plus d'1 an, 34% de la population est alors infectée. Au plus haut de l'épidémie, 47 000 cas ont été répertoriés en une semaine. Nelly, 84 ans, originaire de la rivière Saint-Louis, se souvient des terribles symptômes. J'étais bien. J'ai fait mon travail normalement et le lendemain matin, je me lève, je ne peux plus sortir du lit. J'ai mes pieds qui gonflaient et tous mes jambes qui faisaient mal et tout le corps. La fièvre, plaques rouges partout. J'étais défigurée. 20 ans après, les séquelles sont encore présentes pour Nelly. La gramoune a du mal à se déplacer. Je suis toujours en douleur. Là, c'est la vieillerie, disons. Mais la vieillerie, elle aurait pu être mieux si j'ai mal partout. Les chercheurs français ont mené des études sur le virus. Désormais, ils connaissent ses différents symptômes. Souvent, le chikungunya se caractérise par des fortes fièvres ainsi que des douleurs articulaires et musculaires très prononcées. Des formes plus graves peuvent exister, parfois à long terme. Il y a des formes qui seront des vrais rhumatismes inflammatoires,
comme des polyarthrites rhumatoïdes et des rhumatismes indifférenciés. Et puis des douleurs un peu séquelaires, d'arthrose, des douleurs de tendinopathie, aussi une neuropathie qui peut se développer. Les immunologues et épidémiologistes s'accordent sur un fait. Une personne déjà infectée par le chikungunya ne peut pas l'être à nouveau. Question posée ce matin au centre-ville de Saint-Denis par Améline Deschères et Victoria Karlamov. Avec Victoria Karlamov. Devenir propriétaire, un rêve pour beaucoup, mais face au prix de l'immobilier, le parcours peut être semé d'embûches. Heureusement, un dispositif existe pour aider les primo-accédants, le prêt à taux zéro. Ah, c'est super, c'est vachement rare ce truc-là. Pour ceux qui font des prêts, pour les jeunes, ça vaut le coup, quoi. J'ai une famille, j'ai 2 enfants et ma femme du coup, donc ça va me servir. Donc je vais voir avec qui je peux voir ça, quoi. Ça doit être sûrement bien parce que c'est à taux zéro, c'est impeccable. Maintenant, un taux est à facilement à 5-6%. Je pense que c'est super intéressant. Dans la mesure où ça va faciliter l'acquisition d'un bien. Ce coup de pouce financier permet à certains ménages de concrétiser leur projet d'achat en réduisant le coût global du crédit. Ça doit forcément un prêt principal. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un prêt qui a 0% d'intérêt. Donc, ce qui va permettre aux acquéreurs, aux candidats emprunteurs, d'avoir un peu plus de sommes empruntées et bien sûr d'acheter peut-être un peu plus de mètres carrés. Il y a 2 ans de ça, il était pour les maisons neuves et appartements, ça a été recentré sur les appartements neufs. Et là, donc, depuis la semaine dernière, donc ça y est, le PTZ a été de nouveau étendu aux maisons neuves et dans les zones détendues, étendues, donc sur tout le territoire national et local. Prolongé jusqu'en 2027, il s'ouvre désormais à un grand nombre de foyers. Mais alors comment obtenir ce prêt à taux zéro ? Ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 2 dernières années, et ne pas dépasser un certain plafond de ressources. Et également la nature du projet. Donc à La Réunion surtout, c'est réservé à l'acquisition de logements neufs. Alors c'est une nouveauté où on reprend l'ancien en fait. Il faudra donc encore patienter avant que les établissements bancaires puissent s'adapter et proposer ce prêt dans les meilleures conditions. En attendant, les futurs acheteurs doivent rester attentifs aux annonces officielles et bien préparer leur dossier pour être prêts dès que le dispositif sera réellement opérationnel. Pièces de 1 et 2 centimes d'euros. Est-ce judicieux? Et vous, qu'en pensez-vous? 2 petits 4 sous en poche. Gabriel Rivals et Émilie Lemoine ainsi que Victoria Karlamov ont recueilli votre avis au marché du Chaudron ce matin. Regardez. Les petites pièces ont-elles encore de l'avenir? En tout cas, plus aux États-Unis. Donald Trump a ordonné la fin du cent ou du penny. Cette pièce vaut 1 centième de dollar. Chez nous, une éventuelle disparition des centimes d'euros divise. Les 3 centimes, nous ici, on ne compte pas. Ça sert à rien. Pour nous, c'est sur le marché, on ne compte pas les 3 centimes. Donc finalement, vous êtes pour la disparition? Oui, pour nous, c'est... Voilà. Parce que si ça fait 1 euro et 3 centimes, on fait 1 euro. On arrondit automatiquement. Pourquoi éliminer le centime si on va dans une grande surface ou dans un commerce, il n'y a que les 90, 99, 90, 99. Donc il faut supprimer ça aussi alors. Il ne faut pas supprimer que les centimes. Il faut supprimer les arrondis dans les produits qu'ils vendent. Oui, ça serait bien. Ce serait, ouais. Pourquoi selon Parce que ça encombre les petites pièces rouges là. Ouais, c'est chiant un petit peu. Non ? En 2020, la Commission européenne avait mis sur la table la possibilité de supprimer les pièces de 1 et 2 centimes. Des pays de la zone UE comme la Belgique, l'Italie ou encore la Suède ont déjà arrêté ces pièces. Pour cet économiste, cette suppression pourrait impacter le consommateur. Pour le consommateur, cette suppression des pièces, encore une fois, peut avoir un avantage. C'est d'être moins encombré à faire, on va dire, l'ajustement de sa somme arrivé à la caisse, de moins encombré. Et puis, par contre, peut avoir le risque, comme je vous dis, d'être exposé à un risque d'élévation ou d'arrondi du prix. Donc, est-ce que le 1,56 va devenir 1,60 ou va devenir 1,50 ? Donc, c'est toute la question qui pourrait être posée et qui soulève parfois aussi des craintes des autorités de voir à travers cela un mécontentement de la population de se dire, ben voilà, on s'est fait avoir par la suppression de ces décimales. Le Danemark a déjà dématérialisé sa monnaie. Dans ce pays, il n'existe plus de billets ou de pièces. Un symbole maintenant pour peut-être libérer quelques émotions. Un banc de l'amitié installé dans la cour de l'école de l'Ermitage pour accompagner un copain, une copine un peu triste, pour aider un élève timide à se faire quelques dallons. Écoutez à ce propos Léonie, élève et membre du conseil municipal des enfants, et Élodie Janel, brigadier chef principal de la police municipale de Saint-Paul, intervenue en classe pour l'occasion, interrogée par Victoria Karlamov.
Alors c'est le banc d'amitié qui a été mis en place déjà dans 24 écoles et celle-ci c'est la 25e école. En général, si les enfants sont tristes, n'ont pas d'amis ou ont des problèmes, ils peuvent venir s'asseoir sur ce banc. Et donc il y aura ses camarades ou même des professeurs qui pourront venir aider, qui pourront venir le voir, lui poser des questions pour un peu leur demander pourquoi ils sont comme ça et ça peut aider des personnes. Aujourd'hui, lors de l'installation du banc de l'amitié et de la mise en place également de l'escape game, je suis intervenue pour les classes de CP et CE1 pour leur expliquer l'utilisation du banc de l'amitié, parce que les CP et les CE1 ils sont aussi concernés puisqu'ils font partie de cette cour de récréation. Et je leur explique aussi brièvement, parce qu'ils sont encore petits, c'est quoi le harcèlement et qu'est-ce qu'il faut faire en situation de harcèlement, c'est-à-dire prévenir un adulte ou savoir dire stop. Cette inauguration, sensibilisation aussi au harcèlement, aux violences sexuelles, à l'inceste, via l'engagement notamment de Prune, 16 ans, la militante de l'association Mon Petit Loup, à son arme, la musique. Rencontre, reportage Victoria Karlamov. Il n'y a plus de nuances, j'ai perdu mon innocence. Prune est venue chanter face aux élèves du CP au CM2 dans l'école de l'Ermitage avec une mission bien particulière. Briser le silence autour du harcèlement à travers une chanson engagée et pleine d'émotions. C'est une bonne idée parce que ça permet de le dire de façon ludique. J'ai adoré la chanson. On a compris que ça parlait du harcèlement. J'ai compris toutes les paroles. Ça nous aide contre le harcèlement, ça nous explique plein de choses. Membre de la Civis, Prune s'engage pour sensibiliser aux violences sexuelles et à l'inceste. Elle participe à des actions comme les bancs de l'amitié et depuis 2 ans collabore avec l'association Mon Petit Loup, alliant musique et engagement. Moi j'ai été harcelée pendant longtemps et j'ai vécu aussi des violences sexuelles dans mon lycée. C'est pour ça que je suis là, que j'ai décidé de m'engager pour la cause. Et puis en fait, du coup maintenant je fais l'école à la maison, ça me donne vraiment du temps pour faire ce que j'aime. J'ai l'impression d'être vraiment utile. J'ai toujours utilisé la musique comme une arme en fait, comme une arme pour me protéger, pour protéger les autres. Et je veux pouvoir mettre cette arme à disposition pour pouvoir aider et protéger le plus d'enfants possible. Une mobilisation collective qui renforce le message de sensibilisation porté par Prune. À ses côtés, Nicolas Puluen met lui aussi son engagement au service des enfants. Le but de venir ici, c'est de porter ce message en apportant des chansons simples et efficaces. Voilà, pour parler de choses dures. On agit avec la musique et la littérature pour porter haut cette cause auprès des enfants. Une rencontre forte en émotion où la musique devient un levier pour libérer la parole et protéger l'enfance. Cérémonie en présence du préfet de la Réunion et du général Frédéric Labruni, commandant de la gendarmerie de la Réunion. Écoutez ces quelques réactions au micro de Victoria Karlamov. Qu'en pensent les acteurs du sport chez nous? Reportage Victoria Karlamov avec Léa Gugelman. Interdire tout port de signes religieux dans la compétition sportive, une proposition qui fait débat. Quelqu'un est libre de porter ce qu'il veut et que en aucun cas ça va offusquer d'autres personnes ou autres. Quand on va faire une performance sportive ou autre, on a besoin que du minimum. On ne va pas se promener avec une chaîne, avec une croix ou autre. Les professionnels du secteur du sport se montrent mitigés face à ce projet de loi et à son application à La Réunion. C'est vrai que ce qui se passe en métropole, c'est une chose. Ce qui se passe ici, c'est autre chose. Est-ce que c'est une variable? Il faut vraiment ne pas changer ce qui marche quelque part et ce qui marche moins ailleurs. Mais effectivement, il faut le modifier. Mais ici, je vois pas en quoi cette loi apporterait une solution à La Réunion. Je pense qu'elle amènerait peut-être plus un problème. Dans les différentes ligues, le port de signes religieux est interdit. Le sport doit être un lieu de rassemblement, doit être un lieu où chacun doit avoir sa place, où doit être accessible à tout le monde. Après, les convictions individuelles, personnelles, on les garde, on les a, mais lors du terrain, c'est neutre. Et aujourd'hui, ça devient un problème parce qu'on est en train de communautariser, mettre les gens chacun dans son côté et dire qu'on peut pas, on peut, non, mais au lieu d'essayer de comprendre. Interrogé, le sénateur Stéphane Foissin a affirmé qu'il votera contre ce projet de loi. Les autres sénateurs réunionnais, quant à eux, attendent les directives nationales avant de se prononcer. À cérémonie à la caserne de la Redoute à Saint-Denis, en présence du préfet Patrice Latron, du général Frédéric Labruni, commandant de la gendarmerie de la Réunion, d'élus et d'autres personnalités des autorités judiciaires, administratives ou militaires. Image signée Victoria
Karlamov. Le salon, ce samedi déjà, l'ouverture du salon international de l'agriculture à Paris, avec de la Réunion dedans, évidemment, les produits, les saveurs, savoir-faire de l'île présents du 22 février au 2 mars, notamment sous l'égide du département. À écouter à ce propos son président Cyril Melchior, interrogé par Victoria Karlamov. J'en viens à cette nouveauté inaugurée il y a tout juste 6 ans. Le Chor, centre hospitalier Ouest Réunion, se fait déjà trop petit. Les services de soins et d'urgence sont saturés. Alors pour y remédier, une extension est d'ores et déjà prévue à horizon 2030. En projet, l'augmentation de la capacité d'accueil, soit 414 places et lits, et une amélioration des services. Les précisions avec Victoria Karlamov et Léa Gugelman. Nouvelle structure en bois, bâtiment moderne, voilà à quoi pourrait ressembler le Chor à l'horizon 2030. Cette extension est nécessaire, cette extension de plus d'une centaine de lits et places, puisque aujourd'hui, 6 ans après son ouverture, l'hôpital connaît une saturation. Avec plus de 30 spécialités, on voit bien qu'il faut beaucoup plus de places. Alors le projet d'extension du Chor, c'est un projet bâtimentaire et architectural, mais en fait c'est surtout un projet de développement de l'offre de soins pour répondre aux besoins des territoires de l'Ouest. Avec l'extension, l'hôpital aura 410 places et lits. C'est ce qui avait déjà été demandé par les professionnels de santé à la construction initiale du projet. Au moment de la construction du Chor, nous envisagions déjà d'avoir 450 lits et places en lien avec les besoins de la population. Malheureusement, nos instances et tutelles n'ont pu nous soutenir, je pense initialement pour des raisons budgétaires. Et donc nous avons pris l'option de partir sur 310 lits et places en sachant très bien qu'il faudrait dans le temps augmenter notre offre. L'investissement s'élève entre 45 et 50 millions d'euros pour le Chor 2, mais avec une pression démographique importante dans l'Ouest, un projet de Chor 3 est déjà en réflexion. Alors comment ne pas se faire avoir? À quelques conseils avec Océane Boisselot et Victoria Karlamov. À Saint-André, maintenant, le couvre-feu levé, nous l'évoquions hier. La mairie l'annonce officiellement aujourd'hui. Le dispositif qui interdisait les sorties aux mineurs de moins de 16 ans après 22 heures dans le quartier Fayard ne sera pas reconduit. Précision et bilan avec Victoria Karlamov et Sébastien Saminada. Couvre-feu levé et non reconduit, ce jeudi, le maire de Saint-André dresse un bilan positif à un mois supplémentaire de restrictions. Et il était temps. Il était temps, et pour le bien de tout le monde, hein. Que ce soit pour les mineurs isolés et puis surtout pour les familles qui ne demandent qu'à vivre dans la paix, tranquillement et sereinement. Donc voilà, je ne regrette pas mes arrêtés parce qu'il fallait le faire. Le maire salue également les mesures préfectorales, notamment le renfort de l'équipe de gendarmes mobiles de Nîmes qui intervient conjointement avec les effectifs de police nationale. Mais quand même pas mal d'actions en place, et notamment les gendarmes mobiles qui restent mobilisés ici à Saint-André jusqu'à au moins la fin de l'année. Donc c'est quelque chose qui est en train vraiment de faire son chemin, et je pense que les mesures commencent vraiment à se faire voir. Ce deuxième couvre-feu, déployé en janvier dernier, avait pour but d'apaiser les tensions et freiner l'évolution des phénomènes de bande. Le maire de la ville réfléchit désormais avec les autorités à des mesures pérennes pour tenter d'éradiquer les violences urbaines dans le quartier Fayard. On l'évoque régulièrement, la Réunion fait malheureusement partie des 3 régions au monde la plus touchée par le diabète. 86 000 Réunionnais concernés en 2024, chiffre de Diabète Nutrition Réunion, et des nouveaux diagnostics en forte augmentation chaque année. Une maladie non sans conséquences pour la santé et dans le quotidien. Alors comment réapprendre à vivre avec un diabète? À Saint-Denis, à l'occasion du premier village diabète organisé à la Nordève, témoignages et explications avec Victoria Karlamov et Nathalie Fauvette. Diagnostiquée diabétique il y a 20 ans, Tatiana ne prend pas la mesure du danger. Elle ne réagit pas, mais la maladie progresse. J'ai pas fait attention, j'étais vraiment dans le déni. Et c'est là que ces 5 premières années-là où j'ai fait beaucoup de damage, j'allais dire beaucoup de dégâts à mon corps. J'ai pas fait attention et aujourd'hui c'est venu me rattraper et j'ai été amputée. Voilà. Faites attention. Tout simplement, dès qu'on vous dit que vous êtes diabétique, c'est pas changer toute votre vie, mais il faut l'améliorer. Améliorer le quotidien, le riz au quotidien, c'est difficile. Toutes les personnes croisées ce matin attachent une importance particulière à une prévention, le dépistage.
Je suis là aujourd'hui pour essayer de me faire dépister pour voir si je suis atteinte de diabète ou pas et combien de temps encore je peux passer entre les mailles du filet. J'espère être le plus bas possible. Je viens me faire dépister pour savoir si mon taux de glycémie est en hausse là ou en baisse. Je suis venue pour faire comme les autres, pour regarder un petit peu ce qui se passe, quoi. Pour aider les malades, des professionnels de santé les orientent dans ce salon avec un objectif, sensibiliser. Pour détecter la maladie, il faut faire un test et on mesure ce qu'on appelle le taux de sucre dans le sang. Et c'est à partir de ça, la norme c'est un 26 mg. C'est-à-dire que quand on a au-dessus de 26 mg, on est diabétique. Il ne faut pas oublier qu'il y en a certainement au moins une 10 ou 20 000 qui sont diabétiques sans le savoir. Parce que le diabète de type 2 est un diabète qui est souvent silencieux. Et si on ne va pas faire de prise de sang pour le savoir, eh bien on peut être diabétique sans reconnaître la présence. Le village du diabète sera ouvert aujourd'hui et demain. Pour rappel, on recense 4000 nouveaux cas par an à La Réunion. En reportage, Romain Guest, Émile Lemoine et Victoria Karlamov. Sur place, Victoria Karlamov, Sébastien Saminadin. Une extension qui divise la ZAC Kanabadi pourrait bientôt s'agrandir de 6000 m². Un projet sur les rails, mais qui ne fait pas l'unanimité. Moi, je préfère quand même rester centre-ville. On a toujours été habitués centre-ville. Ça a toujours été comme ça. En ville, il y a plus de magasins que dans le centre commercial, mais il fait aussi trop chaud en ville. Du coup, ça dépend un peu des deux. Et c'est à voir dans le futur, puis c'est pas fait encore. Peut-être, pourquoi pas. Mais vu mon âge, ça ne m'intéresse plus non plus d'aller aussi loin de mon quartier. Ce projet d'extension vise à renforcer l'attractivité commerciale de la zone, mais du côté des commerçants, les avis sont partagés. Ça va être catastrophique pour la ville. Nous, ici, déjà, on est très impactés. Vu qu'on n'a pas de place de parking, tout est payant, la moindre place est payante et les gens fuient la ville. Ça fait que c'est la mort de la ville, quoi. Je pense que forcément les gens ils vont partir dans les centres commerciaux où les parkings seront gratuits et puis ils vont trouver facilement tout à proximité. Pour le collectif des artisans et commerçants du centre-ville de Saint-Pierre, le projet peine à convaincre. Nous appelons donc Monsieur le maire à prendre la mesure de ces enjeux, à engager un véritable dialogue avec notre collectif et à mettre en œuvre des actions concrètes pour redynamiser notre centre-ville. Le maire de Saint-Pierre se range du côté des commerçants et soutient sa ville. Je comprends l'inquiétude des commerçants. Je suis d'accord avec eux, c'est qu'aujourd'hui, ils ont besoin de se refaire une santé. Je comprends qu'il est compliqué aujourd'hui pour le petit commerce du centre-ville et que Saint-Pierre a besoin de souffler, les commerçants ont besoin de souffler. Et c'est pour ça que nous ne mettrons pas un avis favorable pour l'installation de grandes surfaces supplémentaires. Reste à savoir quel sera l'avenir de ce projet. La décision sera rendue prochainement. On écoute les propos d'une des voisines et le capitaine Jean-Baptiste Mire du SDIS au micro de Victoria Karlamov. Des renforts pour aider à rétablir l'électricité dans les foyers de La Réunion. La solidarité de l'île Sœur. 17 électriciens mauriciens sont actuellement à pied d'œuvre à La Réunion. 6 d'entre eux sont intervenus sur un chantier EDF à Saint-Leu lors d'une opération sur une ligne de basse tension, quartier Fontaine. 50 maisons devraient voir le retour du courant. Opération suivie ce matin par Victoria Karlamov. 17 électriciens mauriciens sont actuellement présents sur l'île, répartis sur 3 zones, Étang-Salé, Saint-Leu et Saint-Benoît. Ces professionnels sont venus en solidarité après le passage du cyclone Garance. Il y a toujours la solidarité entre les îles dans les Mascareignes. Il y a le gouvernement mauricien qui a pris la décision de venir en aide et la direction du board qui nous a donné l'aval pour venir ici prêter main forte à EDF Réunion. Nous allons descendre le câble pour réparer et ensuite reconnecter au réseau. Nous sommes venus à La Réunion pour aider, nous aimons bien ça. Nous partageons un peu l'expérience, Maurice et Réunion, tout ça. À Saint-Leu, l'équipe est à l'œuvre sur une opération d'élagage et de réparation de lignes basse tension. Un chantier qui dure entre 1h30 et 2h et qui mobilise des compétences conjointes d'EDF et de la CEB Maurice. C'est la solidarité de Maurice, compte tenu du fait que ce cyclone Garance a été le plus fort que La Réunion ait connu depuis plus de 50 ans qu'EDF est à La Réunion.
La solidarité des électriciens de l'océan Indien s'est exprimée et nos collègues de Maurice se sont proposés pour venir nous aider dans cette tâche immense qui est de réalimenter le service public. Cette intervention est cruciale pour restaurer l'électricité dans un quartier de Saint-Leu qui avait été privé de courant. Grâce à cette opération, plus de 50 foyers pourront bientôt retrouver l'accès à l'électricité. Parvenez-vous à rester courtois sur nos routes? Entre deux ronds-points, Victoria Karlamov et Gaëtan Payet vous ont tendu le micro. Selon la dernière étude du néo-assureur Léocard, 82% des Français perdent patience au volant. Et vous, qu'est-ce qui vous énerve le plus? On est parti vous poser la question. En moto, je suis souvent énervé parce que je vois les automobilistes qui téléphonent au volant. Et donc avec des comportements à risque, effectivement, très très fréquemment. C'est moi qui ai la priorité. Il est occupé devant moi, enfin je roulais doucement. Mais quand il y avait l'embouteillage, il est sorti, il est venu me voir directement. Je n'ai pas fait un compte. Les gens qui ralentissent où il n'y a pas besoin d'être ralenti, qui observent les accidents, qui du coup, ils ne se rendent pas compte que ça fait des kilomètres d'embouteillage par exemple. Près de la moitié des conducteurs reconnaissent râler seuls dans leur voiture et 8% assument proférer des insultes à l'encontre d'autres usagers, un chiffre qui semble bien en dessous de la réalité. Alors, quand vous vous énervez en voiture, quels sont les mots déplacés qui vous viennent naturellement? Oh gâteau. Quitte ta mère. Non, mais putain, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il roule pas? C'est ça. Un comportement qui semble majoritairement masculin, puisqu'en 2019, les hommes représentaient 84% des responsables présumés d'accidents mortels et 91% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident mortel. Dans le bas de la rivière à Saint-Denis, là-bas, les habitants se sentent abandonnés, démunis et en appellent au soutien urgent de la mairie. Une manifestation était d'ailleurs organisée devant la préfecture ce matin. Une rencontre avec l'équipe municipale a finalement été organisée tout à l'heure. Sur place, voyez ce reportage de Victoria Karlamov. Ils sont en colère et l'ont exprimé ce vendredi à la mairie du chef-lieu. Les habitants de la colline, dans le secteur bas de la rivière, réclament des solutions de relogement. Ça fait X de temps qu'on attend, j'avoue même plus de 100 ans qu'on attend, mais on est toujours les oubliés. J'ai tout perdu, tout perdu. Plus de maison, plus rien. En fin de compte, il n'y a que des langues de bois. Ils n'ont pas voulu prononcer le mot expulsion, le mot qui fâche, le mot qui met en colère les gens. C'est-à-dire ils vont devoir expulser tout le village, détruire tout le village. C'est ce qu'ils projettent. Au fond de la rivière réside encore la culture rayonnaise. C'est un sanctuaire de notre culture. Parmi les 35 familles, 2 ont déjà été relogées et une est actuellement en hébergement provisoire. Une enquête sociale est en cours pour déterminer si les autres familles seront éligibles à une proposition de relogement. Et il s'agit de se mettre d'accord avec les familles sur les conditions d'une possibilité de relogement ou de relocalisation sur notre site, puisque aucune des solutions qui ont été envisagées ici ou là, endiguement, enrochement, n'a été validée. Maintenez ces familles-là sur place et on mettrait leur vie en danger. Donc on va au niveau de la ville, en accord avec l'État, en accord avec les bailleurs, proposer des solutions de mise à l'abri des familles. Même discours du côté de Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, qui souligne lors de la réunion son désir d'apporter une aide et d'accompagner les personnes concernées. Les habitants ont posé beaucoup de questions. Il y a des questions auxquelles on peut répondre et d'autres qu'il faut qu'on regarde. On va essayer de faire notre maximum. Je ne suis pas certain que les propositions qui ont été évoquées soient forcément les bonnes, mais aujourd'hui, on ne ferme aucune porte. Plus d'une vingtaine de familles restent encore dans l'incertitude ce soir et dépendent aujourd'hui de l'avancée des démarches entreprises pour les autorités. Des États-Unis jusqu'à la Réunion, c'est le FBI qui a d'abord mené des investigations avant de remonter jusqu'à notre île sur les traces d'un jeune homme habitant à Saint-Denis. Selon les premiers éléments, il aurait proféré des menaces de mort sur Twitch, un site de streaming vidéo en direct. Et c'est le RAID qui a procédé hier à son interpellation. On fait le point sur les derniers détails de cette information. Antenne Réunion dans ce reportage de Victoria Karlamov avec Sébastien Sabinada. Il est environ 18h hier lorsque le RAID intervient dans cet appartement de Saint-Denis. Après avoir fracturé la porte d'entrée, les hommes de l'unité d'élite interpellent un jeune homme de 26 ans et retournent l'appartement à la recherche d'une arme potentielle. Aucune n'est retrouvée sur les lieux, mais les ordinateurs sont saisis. L'individu aurait proféré des menaces de mort sur la plateforme de streaming Twitch et il aurait notamment dit vouloir faire un massacre.
L'appartement où il se trouvait est celui de sa compagne, présente au moment de l'interpellation. Nous avons pu échanger avec elle. La jeune femme était encore en état de choc. J'étais en train de réviser et j'ai été mise à part. Je n'ai vraiment rien compris à ce qui se passait. J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Le suspect a été placé en garde à vue au commissariat Malartic où il est actuellement interrogé. Selon sa compagne, il était très casanier et passait ses journées enfermé. Le dossier a démarré à des milliers de kilomètres de notre île. C'est une alerte du FBI qui a permis de remonter jusqu'à l'individu. Les services judiciaires de la Réunion ont été prévenus par l'ambassade des États-Unis. L'enquête se poursuit maintenant dans notre département pour tenter de déterminer les motivations du jeune homme. Selon les premiers éléments, il n'était pas connu de la justice jusqu'à présent. Et quittons Grand-Anse pour Saint-Leu. Là-bas, la baignade n'est toujours pas autorisée en ce moment. Et ça, depuis le passage de Garance. La qualité de l'eau étant jugée trop mauvaise. Impossible pour les baigneurs, mais aussi pour les surfeurs de plonger dans les vagues. Un coup d'arrêt qui crée quelques remous dans l'activité, autant pour les professionnels que pour les commerces directement liés au secteur. Des précisions dans ce reportage de Victoria Karlamov. Julien surfe depuis l'âge de 10 ans, un lien intime avec l'océan qu'il vit à la fois comme un métier et une véritable passion. L'eau impraticable depuis 3 semaines l'empêche de retrouver la vague qu'il aime tant. Un surfeur qui attend avec impatience le moment de pouvoir enfin se remettre à l'eau. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un phénomène naturel, donc il faut l'accepter. C'est vrai qu'il y a une petite frustration de surf, de vagues, mais étant donné que l'eau est quand même impropre à la baignade, on le voit, hein, donc c'est quand même déjà une première barrière qui fait qu'on se fasse une raison. Ça me rend triste d'une certaine manière, mais ça va, il y a pire. Donc on va dire c'est un loisir qui est mis entre parenthèses. Ce problème impacte aussi les commerces liés à ce sport. Dans cette école de surf, tout est suspendu, les planches sont rangées en attendant de pouvoir reprendre les cours dès que la situation le permettra. Là déjà, ça fait presque plus de 20 jours qu'on est à l'arrêt complet. Donc nous, on est un club, donc à la base, on est vraiment pour le développement de la pratique. Hein, donc c'est un stand-by et une perte pour toutes les activités du surf actuellement. Nous, on a la chance d'être salariés, mais on travaille avec beaucoup de moniteurs de surf qui sont quand même des travailleurs indépendants. Et pour eux, c'est quand même un impact direct sur leur fin de mois, en fait. Pour l'instant, on va rester prudent, on va écouter les conseils avisés des experts, mais on a hâte en tout cas que ça reprenne. Malgré les difficultés actuelles, Julien et les acteurs du surf restent optimistes. L'attente est longue, mais l'amour pour la mer et la passion du surf ne faiblissent pas.